Alors, bienvenue à tout le monde au premier et seul atelier du REFAD dans ce drôle d'automne 2020. Avant de débuter, nous tenons à remercier Patrimoine canadien et le secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour leur généreux appui financier à travers les années. Des remerciements tout particuliers aussi à nos présentateurs, Brian Boudreau-Trudel, Tommy Légaré et François Charette, tous trois de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Alors, Monsieur Brian Trudel est professeur en méthode quantitative depuis 2014 au département des sciences de la gestion de l'UQAT. Directeur du module et responsable de formation à distance dans ce département depuis 5 ans, il est toujours soucieux de la qualité de l'offre de cours, particulièrement à distance. Ayant développé le premier baccalauréat complètement à distance à l'UQAT, l'un des premiers d'ailleurs dans le réseau québécois, l'audace et la créativité représentent son carburant quotidien. Donc, ce nouveau baccalauréat est par ailleurs le programme le plus populaire du département des sciences de la gestion depuis son lancement il y a 2 ans. Tommy Légaré, pour sa part, est conseiller en pédagogie universitaire et chargé de cours à l'UQAT. Enseignant d'histoire et de géographie de par sa formation, il est aussi diplômé de la TÉLUQ en technologie éducative. Comme conseiller, Tommy accompagne et collabore avec les chargés de cours et les professeurs pour toute question relative à l'enseignement. Il a travaillé sur plus d'une trentaine de projets et de formations à distance. Enfin, François Charette est bachelier en création numérique avec une mineure en cinéma à l'UQAT. Il est réalisateur en cinéma et en publicité depuis 2010 et il occupe le poste de technicien en production numérique à l'UQAT depuis 2016. Il y œuvre à la conception et à la production des projets numériques, notamment ceux liés à la formation à distance. Donc, merci à vous tous de vous joindre à nous. Avant de céder la parole à nos conférenciers, je tiens à souligner que tous les ateliers du REFAD sont disponibles sur notre chaîne YouTube, dont je placerai l'URL dans le clavardage. Parlant de clavardage, si ça vous était possible, on vous demanderait de vous présenter dans le clavardage, justement en citant votre nom, votre titre, votre institution et l'intérêt dans l'atelier. Donc, ça nous aiderait à la fois à combler la participation et à savoir un petit peu qui est avec nous aujourd'hui. L'atelier va se terminer à 13h30, heure normale de l'Est, soit environ 45 minutes de présentation, 30 minutes de questions. Pour les questions et commentaires, utilisez le clavardage. À moins d'urgence, on va poser les questions à la fin. Et suite à la formation, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de remplir le formulaire d'appréciation que vous recevrez avec le compte-rendu d'atelier. Pour plus de flexibilité, d'ailleurs, je vais placer le lien du formulaire d'évaluation dans le clavardage de la rencontre. Alors, sans plus tarder, je pense, M. Trudel, la parole est à vous. OK, ça devient sérieux, là. Oui. Ben, écoutez, merci tout le monde d'être là aujourd'hui. On essaie de juste transmettre un peu d'informations de notre expérience vécue. Expérience qui a commencé bien avant la pandémie, mais qui, en période de pandémie, est d'autant plus d'actualité ou peut-être intéressant, pertinent. En réalité, là, notre aventure a commencé il y a à peu près 3 ans avec une grosse conférence internationale sur l'apprentissage en ligne qui a eu lieu à Toronto. On était plusieurs milliers de personnes à être allés là. Puis, nous, à l'UQAT, là, ça fait plus de 30 ans qu'on en fait de la formation à distance. Quand je veux dire FAD, là, pour moi, c'est de la formation à distance. Ça fait plus de 30 ans qu'on en fait. On était là dans le temps des VHS, les DVD, les clés USB. Fait que c'est pas quelque chose de nouveau là, pour nous, mais en même temps, on a toujours eu un peu une philosophie là, qui était la même, c'est-à-dire on avait une caméra dans la classe, puis on filmait là, le prof qui donnait son cours. Fait que là, en allant là-bas, ben, ce que j'ai réalisé ou ce qu'on a réalisé, c'est que on n'était pas les seuls à faire de la formation à distance. Bien entendu, on savait qu'on était bon, on en faisait, puis qu'il y en avait d'autres qui en faisaient, mais il y en a qui sont une coche en haut de nous autres, c'est-à-dire que des fois, on ne connaît pas tout ce qui se fait ailleurs, là, mais quand tu as du monde des États-Unis, de l'Australie, un peu partout, puis qui viennent parler de leurs expériences, on voit qu'il y en a du monde qui sont hot et tout ailleurs. Là. Puis ben, en fait, nous, là, à l'interne, moi, je suis directeur du module, donc j'ai une vision un peu là, globale de l'ensemble de nos cours. Et puis, on a un seul, en fait, on avait un seul de nos cours de notre première année, qui est notre entente DECBAC, qui n'était pas médiatisé.
Puis, c'était le cours de stats que c'est moi qui donne en plus. On ne l'a jamais médiatisé parce que c'est un peu une approche rébarbative, c'est-à-dire, il aurait fallu que je médiatise. Si je veux écrire au tableau, ben, j'aurais eu 80% de mon cours qui aurait été filmé, puis on m'aurait vu de dos. Puis le reste du temps, je me serais tourné. Ça aurait été un peu particulier. Si on avait voulu garder le même contexte ou la même philosophie qu'on avait. Fait que, ça nous a poussé un peu cette conférence-là au point où est-ce qu'on s'est dit, OK, on va essayer de faire autre chose à ce moment-là. D'abord, on va essayer de pousser la chose. Fait que, c'est ça. On est allé là-bas, moi, Tommy, puis on était quelques-uns de l'UQAT. Fait que ça a vraiment été un tournant, là, un changement de paradigme carrément qu'on a eu pour ce cours-là. Là, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire? On a un collègue qui nous a montré un jour quelqu'un qui faisait justement là, de l'apprentissage comme ça avec un petit tableau de verre. Fait qu'on s'est dit, OK, il y a quelque chose qui serait possible là, probablement. Fait que l'idée dans le cours, c'est plutôt que d'avoir une approche comme qu'on avait, là, qu'on pourrait appeler passive et puis linéaire, que les étudiants sont là, ils regardent forme traditionnelle là en classe. On voulait avoir quelque chose, un apprentissage plus actif en réalité pour nos étudiants, pour qu'ils puissent eux aussi là, prendre un crayon puis regarder ce qu'ils font. Pas regarder ce qu'ils font, mais être actif là, dans le cours. Puis, ce cours-là, le cours de stats que je vous parlais tantôt, on était quand même problématique dans le sens que notre nombre d'étudiants a augmenté, mais en même temps, le taux d'échec et d'abandon était également quelque chose là, à considérer, comme vous pouvez voir avec les chiffres ici. Donc, c'est bien beau avoir du monde en classe, mais en même temps, on veut essayer de les garder. Donc, c'est un peu l'idée, notre problématique de base. On avance, Tommy, hein? OK? Fait que c'est ça. On voulait faire les choses autrement par rapport à la médiatisation de ce cours-là parce qu'on ne voulait pas juste augmenter encore là, le taux d'abandon ou plus d'échec. Changement est une opportunité pour innover, comme on dit. Ça a été notre credo. Bon, une fois qu'on a vu le petit mec qui était dans son. Qui faisait le tableau, on a commencé à étudier un peu la chose puis de façon un peu plus sérieuse. Puis c'est là, en fait, qu'on a repensé l'intégralité du cours, c'est-à-dire avoir vraiment une vision différente pour notre cours, une approche complètement différente, une approche pédagogique basée sur l'approche MISA. Tommy, je vais arrêter de parler, je pense que je vais te laisser aller. C'est bon, merci Brian. En fait, à la lumière de la situation qu'on avait dans le cadre du cours, on s'est dit qu'il faut se développer une nouvelle vision de ce cours-là. Puis on a utilisé une petite approche, peut-être que certains connaissent bien, l'ouvrage de Rome qui est cité ici. Le titre, c'est The Back of the Napkin. Puis dans le fond, on s'était dit qu'il faut que sur une page, sur à peu près l'espace d'une napkin, qu'on soit capable de se donner une nouvelle vision de notre cours. Puis on s'est mis à dessiner un petit visuel, un petit schéma. Puis on s'est dit, notre cours, on le veut, dans le fond, on le veut flexible. On veut que les étudiants puissent faire des choix, qu'ils puissent progresser à son rythme. On voulait quelque chose aussi qui soit interactif, que l'étudiant puisse interagir avec son environnement numérique d'apprentissage, que ce ne soit pas juste du visionnement de vidéos dans un contexte de salle de classe, qui est le modèle U4 là, que Brian présentait tout à l'heure. Mais surtout, on voulait que ce soit pratique. On savait que, puis ça, Brian le connaissait très, très bien là, dès le départ parce qu'il connaissait très bien son cours. On savait que les étudiants, dans le cadre de ce cours-là, avaient besoin de beaucoup de démonstrations puis beaucoup d'exercices. Et on le savait tout de suite que ça nous prendrait du visuel parce qu'au-delà du manuel du cours où il y avait des exercices, des explications, on le savait qu'il fallait se concentrer sur les démonstrations mathématiques. Et donc, on s'est dit, ce cours-là doit avoir beaucoup d'exercices appliqués à la gestion aussi. Pas juste mathématiques, mais appliqués à la gestion. Et à la lumière de cette nouvelle vision-là qu'on s'était donnée et aussi des problèmes qu'on avait, c'est-à-dire que Brian a soulevé, entre autres, le taux d'abandon, tout ça, selon le type d'étudiant qu'on avait, on s'est dit, OK, on veut faire les choses autrement, mais si on veut faire les choses autrement, on va falloir travailler différemment. Et à ce moment-là, on s'est dit, OK, il faut sortir de notre modèle habituel qu'on a tout le temps employé depuis plusieurs années pour tenter autre chose. Vraiment sortir des sentiers battus, en fait. Et de là, on s'est retrouvé un petit peu
un peu malgré nous, mais en même temps, ça faisait partie du processus. C'est-à-dire qu'avec les 3 volets qu'on a ciblés de notre cours, notre vision du cours, ben il a émergé en fait un processus qu'on a là, après coup, là, après réflexion sur tout ce processus-là, on s'est dit, ben, c'est un peu comme un processus de triple innovation. Une innovation qu'on s'est dit, il faut mettre l'étudiant au cœur de notre projet. Mais une première chose, c'est qu'il fallait innover, il fallait changer au niveau de notre conception pédagogique. On va en parler tout de suite. Il fallait aussi changer notre façon de produire les matériels pédagogiques, c'est-à-dire nos capsules vidéo, de la façon qui étaient tournées, on s'est dit qu'il faut faire autrement. Fait qu'essentiellement, on s'est concentré là-dessus. Il y avait un autre volet à tout ça qui était d'innover au niveau de l'environnement numérique d'apprentissage, mais ça, on ne vous en parlera pas aujourd'hui. On pourrait étirer ça longuement. Et de toute façon, ce dernier volet nous a donné aussi plus de fil à retordre parce qu'au final, les 2 premiers volets dont on veut parler, qui sont vraiment le lightboard et la conception, ben, ça nous a occupé beaucoup. En fait, ça a pris beaucoup de notre temps, plus qu'on le pensait là, au départ. Donc, première des choses, puis c'est un peu ça qui était à la base, en fait, de toute la réflexion pédagogique autour de ce cours-là. Avant de se lancer dans le lightboard, on a fait une conception qui est différente, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude à l'UQAT de, grosso modo, comme le cours se donne en présentiel, le modèle UQAT, c'est celui-là. Le cours se donne en présentiel, on filme les cours, on conserve certains éléments, donc il y a tout un montage là, quand même là, pour assurer la qualité, tout ça. Mais c'est-à-dire qu'on voulait aussi s'assurer de faire autrement dans notre conception pédagogique. Au lieu d'y aller avec la formule habituelle de développer un plan de cours, on s'est dit on va développer une image graphique de notre cours. Et on était, à l'époque, il y avait un autre conseiller aussi qui travaillait sur le projet. Et tous deux, on connaissait la méthode MISA. C'est une méthode d'ingénierie des systèmes d'apprentissage. Donc, on a cité ici là, la source, le Packet, pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage. Mais grosso modo, c'est plutôt de faire le plan de cours traditionnel. On a modélisé graphiquement le cours, autant au niveau du modèle des connaissances, de ce qui doit être, de toutes les connaissances du cours, ce qui doit être connu par l'étudiant, et aussi un modèle de conception pédagogique comme tel du cours. Fait que grosso modo, les petits dessins qu'on a faits là, ça vous donne un peu un exemple. C'est plutôt que d'avoir un plan de cours traditionnel, on avait une image relativement semblable à ça au niveau de notre cours. Fait qu'on vous montre quelques exemples, mais on a tout repensé le cours, puis on en est venu en fait à une structure, à une architecture de notre cours. Et la méthode MISA, c'est ce que ça permet de faire, en fait. C'est une méthode par objet typé qui permet de faire une modélisation graphique de notre conception pédagogique. Et dans notre cas, on voulait orienter ça vers l'étudiant plutôt que d'orienter ça vers l'enseignement. Et on a vraiment fait une orientation. Qu'est-ce que l'étudiant doit connaître, doit savoir pour réaliser telle tâche, pour réaliser telle tâche. Et ça, ça nous a permis de faire un modèle. Ça, c'est un exemple. Mais il y a plusieurs sous-couches à ce modèle-là. Et c'est ce que la méthode nous permet de faire, en fait. Et ça nous a aidé à comprendre les liens qu'on avait dans chacun des différentes facettes du cours. Ça a été un apprentissage autant pour moi qui accompagnais, autant pour Brian. Ça l'a permis d'approfondir encore plus son cours, même si ses connaissances étaient déjà très, très bonnes à ce sujet. Mais là, on a vraiment vu les liens entre chacun des aspects. Et ça nous a permis, en fait, de tracer vraiment le modèle de notre cours. Ce que ça nous aide à faire, tout ça, c'est d'abord, on a une vue d'ensemble, on comprend les liens entre activités, tâches et le matériel, mais aussi, ça nous a apporté beaucoup de granularité. Ça nous a aidé à mieux découper le cours. Et ça, c'est une facette hyper importante parce qu'au final, ça, c'est venu nous donner un avantage qu'on n'y avait pas nécessairement réfléchi à l'avance. Mais lorsqu'on est arrivé au moment où on s'est dit, OK, on a fini notre conception pédagogique, on sait où est-ce qu'on s'en va avec notre cours, là, on tombait plutôt dans le matériel et c'est là que cette idée-là, justement, du lightboard, la conception pédagogique est venue grandement faciliter parce qu'on pouvait mieux découper nos vidéos. Et tout de suite, là, avant même d'aller dans le lightboard, je peux tout de suite vous dire, nous, à l'UQAT, on était habitués comme on filmait dans une classe, dans un cours, on avait des vidéos, par exemple, de 2-3 heures. Et là, on a pu faire un découpage beaucoup plus micro avec des capsules, des fois qui sont plutôt de 6, 10, 15, 20 minutes.
Et ça nous a facilité la tâche dans la production, d'avoir fait cette conception pédagogique-là avant. Mais ça nous a aussi, on pense aussi que ça va nous faciliter la tâche plus tard si on a des mises à jour, des modifications à faire. On a beaucoup plus de flexibilité. Et une fois que tout ça s'était fait, ça a été un travail quand même très ardu, ça a été long, mais là, il fallait se lancer. On avait cette idée du Lightboard dont Brian parlait. Et là, il fallait commencer nos recherches. Il y avait une vidéo qui nous avait allumé sur le web, mais là, on a continué à fouiller. Et c'est là que François, le technicien qui travaillait avec nous dans l'équipe, a été le cerveau et le maître de cette recherche et développement-là qu'on a fait. Et on est entré dans ce volet-là qui est le Lightboard dont on veut vous parler aujourd'hui. Donc, François va nous parler en fait des principes, puis des matériaux, puis de comment est-ce qu'on a construit ce Lightboard-là. Merci, Tommy. En fait, ultimement, le principe du Lightboard, c'est d'être capable d'emprisonner la lumière dans la vitrine qu'on voit sur l'image là, pour que ça réfléchisse l'encre qui va être écrite dessus. C'est simple à dire, mais quand même pas trop facile à faire. Comment on a fait ça? En fait, c'est la vitrine. C'est une vitre spéciale qu'on appelle Starfire. La particularité de cette vitre-là, c'est qu'elle est vraiment plus basse en fer que la vitre ordinaire, qu'elle a un teint plus verdâtre. Ce que ça fait qu'il y ait moins de fer dans la vitre, ça fait qu'elle devient ultra transparente. Fait qu'on est capable de filmer au travers, finalement, un sujet sans qu'il déteigne ou bien sans qu'il sans qu'il déteigne. Puis ce que ça fait, c'est ça, vu que c'est ultra transparent, ça fait traverser la lumière au travers. C'est plus facile de contrôler la lumière pour qu'elle reste emprisonnée dans la vitre, en fait. Tu peux continuer, Tommy. Puis cette vitre-là, en fait, est quand même plus lourde. Fait qu'on a besoin d'une grosse structure en acier qu'on va voir dans le fond sur l'image. Puis ça a besoin d'une stabilité parce que c'est quand même une vitre. Hein, fait que faut que ce soit sécuritaire et tout et tout. Puis quand on filme avec ça, en fait, on a un rideau noir en arrière et en avant de la vitre pour qu'on élimine tous les reflets. Puis aussi éliminer toute la luminosité dans la pièce. Pour pas que ça se perde puis que ça tombe dans la vitre. Pour que ça l'annule justement l'éclairage qui est à l'intérieur de la vitre. Pour arriver, en tout cas, à tout ça, on a passé par un grand chemin quand même. Les premiers prototypes qu'on avait faits, on n'avait pas beaucoup de budget non plus. On s'est dit, on va essayer avec un plexiglas en premier. Mais le problème avec le plexiglas, c'était que ça n'emprisonnait pas la lumière, on ne voyait pas au travers. Puis aussi, quand on essayait d'effacer, c'est quand même mou du plexiglas, fait que ça graffinait tout de suite. On n'était pas capable de garder ça à long terme, ça c'était certain. Puis après ça, on s'est dit, on va construire un deuxième prototype qui est un petit peu plus important. Fait qu'on a fait la découverte avec la vitre et tout ça. Ce qui est arrivé, en fait, on a eu un gros lien avec les ressources matérielles à l'UQAT, qu'eux, ils ont vraiment été impressionnants dans ce travail-là. C'est qu'ils ont un peu construit la structure en acier, puis ils étaient toujours en relation avec le vitrier pour que ce soit sécuritaire, puis pour que ce soit capable de supporter la vitre, finalement, parce que c'est extrêmement lourd comme matériel. T'sais, notre vitre est quoi? 4 pieds par 8 pieds. Fait que c'est quand même impressionnant la pesanteur de la structure. Fait que c'est ça. Ce qu'on a pu faire avec ça, en fait, ça a été on a pu expérimenter le médium un petit peu plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a pu se pratiquer. Brian, tu peux aussi expliquer un peu la façon d'enseigner avec ça qui était différente, tout ça. On a pu se pratiquer avec ça, mais le problème dans cette vitre-là, la première vitre qu'on a eue, c'est que pendant que la vitre se fait tremper, pendant la construction de la vitre, finalement, vu que la vitre est trempée, ça crée du marquage. Un marquage, c'est comme une trace, en fait, qui est invisible à l'œil nu comme ça. Sauf que quand on met la lumière dans la vitre, elle ressort. Fait que notre gros problème, c'était ça. On avait une grosse marque dans le centre de la vitre. Fait que quand on tournait au travers de la vitre, c'était problématique parce qu'on avait de la misère à voir le sujet. Puis après ça, on est venu on a appelé le vitrier, finalement, pour lui prévenir
pendant la fabrication de la vitre, puis lui dire de faire attention à ça, parce que sinon, c'était problématique. Puis, on a réussi à avoir une vitre qui est complètement claire, juste grâce à ça. Puis, ça a été notre prototype final, en tout cas, ce qu'on a pour l'instant. Sinon, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, on est en train de regarder pour construire un studio pour ça. Là. Puis c'est pas mal ça. T'avais-tu quelque chose à ajouter, Tommy? Ben, juste au niveau même notre version finale actuelle, dans le fond, qui est on l'a appelé le Lightboard 1.0. Ben, dans cette version-là, on a une qualité de verre qui est supérieure. Puis comme François le disait, là, on n'a plus. La qualité du verre fait qu'on n'a pas de marquage déjà qui est présent. Ça nous a permis aussi d'approfondir toute la méthode de tournage dont on va vous présenter aussi une photo là, tout de suite après. Mais malgré tout ça, ce qu'on peut quand même dire au niveau d'un lightboard, puis on l'a mis ici là, dans la diapositive là, comme étant un aspect peut-être un peu plus négatif, c'est que ça demeure quand même une surface poreuse. Et puis, ça nécessite un temps pour effacer. Quand nous, on écoutait quelques vidéos qu'on avait vues en ligne, là, il y en avait de toutes les formes. Là, il y en avait une qualité, je dirais, la personne avait conçu ça dans son garage avec les moyens du bord. Mais au niveau il y avait aussi des vidéos qui étaient très, très, très poussées, très recherchées avec beaucoup de post-production puis de l'animation. Nous autres, il fallait trouver un équilibre entre tout ça, c'est sûr. On n'avait pas le choix, en fait. C'est ça, d'être main dans la main avec la vidéo, vu que la surface est trop poreuse, on ne peut pas effacer avec une efface normale. Quand on efface, il faut absolument passer un produit puis effacer tranquillement. Fait qu'on n'a pas le choix de couper la caméra pour après ça reprendre pour un autre. Fait que c'était ça la problématique, finalement. Exact. Puis ça ralentit justement le tournage. Là. Ça fait partie des choses qu'on a qu'on a remarqué, qu'on a dû s'améliorer, puis que Brian a vécu comme professeur. Puis comme François a mentionné, au final, nous, à l'UQAT, on avait déjà on avait un grand studio, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'UQAT. Mais ce grand studio-là, évidemment, il sert à autre chose. Il sert à de la médiatisation de d'autres éléments. C'est aussi un studio qui est vraiment à côté d'un autre local, donc avec un verre teinté, ce qui permet, c'est une salle en fait de visionnement, donc dans beaucoup de domaines, par exemple le travail social, la psychoéducation. Notre studio sert en fait à des profs qui veulent aller faire des mises en situation, puis de l'observation. Et ça faisait en sorte que notre studio, finalement, bien, il est très, très souvent accaparé. Et donc là, nous, dans les tournages, par exemple, au Lightboard, ça nécessitait tout le temps un temps pour organiser l'équipement, faire la préparation avant de tourner. Fait qu'à chaque matin, c'était beaucoup d'ouvrages, en fait, pour pouvoir commencer à dire OK, on enregistre. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on est ici, le lieu de tournage. On s'est rendu compte que oui, on a une hyper grosse structure, on a un grand studio, mais finalement, il faudrait mettre ça ailleurs parce que dans notre grand studio, ça accapare beaucoup et il faudrait avoir une plus grande facilité, en tout cas, là, à prendre moins de temps pour organiser le tournage. Quelque chose de plus simple, de quand on arrive, on peut commencer à tourner maintenant. Tu sais. Exact. Donc, notre conclusion en date, je vais dire en date d'aujourd'hui, mais c'est quand même quelques mois, c'est qu'on s'est dit, OK, on a une première version du Lightboard qui nous satisfait, ce qu'on produit est intéressant, mais il faudra avoir un studio adapté. Et donc là, on a mis en place un projet qui implique d'autres personnes aussi, là, mais on a un projet actuellement à l'UQAT qui est vraiment de développer un petit studio qui va être assez versatile, mais qui va être surtout adapté au tournage avec le Lightboard. Donc, voilà un peu le cheminement qu'on a suivi, en fait, le processus qu'on a suivi au niveau de notre processus d'innovation, mais aussi de prototypage, essai-erreur, jusqu'à une version dont on est satisfait aujourd'hui. Robert, je pense que tu avais une question, hein, parce que je t'ai vu apparaître tout d'un coup. Non, c'est parce que j'anticipe que vous avez presque fini. J'attends la fin, moi. OK, c'est bon. C'est bon. Mais, donc, Tommy, on a une petite... Oui, Brian, vas-y. Juste, un petit point, là, on parlait, là, c'est un tableau de 4 par 8, mais pour que moi, je puisse, moi, je suis 6 pieds, fait
c'est une structure là, qui est très massive aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut déplacer. Ça ne rentre même pas dans l'ascenseur. Fait que, une fois qu'on dit qu'on le monte au 4e étage, c'est quasiment à sa vie. Là, il meurt là aussi. Fait que c'est pas quelque chose qui est facilement déplaçable là, comme gear. C'est un autre élément qu'il faut considérer aussi. Oui, mais c'est bon, Brian, ce que tu amènes là, parce que pour tous les gens là, qui aujourd'hui voudraient se lancer dans cette aventure-là, c'est à y penser parce que justement, c'est pas mobile du tout. C'est un peu comme avoir à gérer un énorme piano dans un petit appartement 3,5. Là. Une fois que le piano est là, il ne bouge plus. Là. Fait que dans le fond, ce qu'on vous montre là ici, c'est un peu une photo de notre tournage. Et là, ça, c'est pas lors du premier tournage. Là. Au premier tournage, évidemment, c'était tout nouveau, on apprenait. Fait que vous voyez un peu comment est-ce qu'on est organisé ici. Une chose qu'on aimerait peut-être vous faire remarquer, c'est une des difficultés qu'on s'est bien rendu compte assez rapidement, c'est que, bien évidemment, un prof, un chargé de cours, quand il enseigne, il est avec ses étudiants, il y a une rétroaction, donc il y a un certain rythme qui se crée, il y a cette ambiance-là de la classe qui se crée qui fait que on est capable, en fait, de rétroagir sur ce qui se passe. Or, là, on est plus en mode tournage, donc on rapproche l'enseignant a moins un rôle, c'est-à-dire qu'il a encore le rôle d'enseignant, mais son rôle se déplace un peu vers le rôle d'un acteur aussi, d'une certaine mesure, dans le sens où ce que tu es sur le point de dire, il faut que tu l'aies un petit peu scénarisé d'avance dans ta tête au moins, peut-être sur papier, ça peut être bon aussi, mais tu peux pas, si tu te trompes, il faut recommencer en fait. Parce que le lightboard, comme on disait, quand on efface, il y a un temps de marquage. Fait qu'on ne peut pas juste j'ai fait une petite erreur, j'efface un petit peu la dernière formule que j'ai inscrite ou le dernier symbole que j'ai mis. Ça fait des tâches, puis c'est vraiment pas intéressant. Fait qu'à ce niveau-là aussi, nous, on continue de chercher, voir si on n'a pas on ne pourrait pas avoir quelque chose au niveau du nettoyage qui serait presque magique, là, qui viendrait nous aider. Mais grosso modo, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, entre autres, vous voyez les deux moniteurs, bien, il a fallu tranquillement essayer de trouver une manière aussi de permettre à Brian et à nos futurs enseignants qui vont utiliser ce tableau-là d'avoir une forme de souffleur, c'est-à-dire avoir accès soit à un PowerPoint, soit à du texte ou soit à des images, en fait, pour les aider un peu là, à structurer, en fait, le fil de leur pensée puis le fil de leur démonstration. Et donc, ça, c'est ce qu'on avait réussi à faire, c'est-à-dire qu'on a installé des moniteurs, puis là, il a vraiment fallu jouer, calculer, puis jouer essai-erreur pour être capable de placer ces moniteurs-là dans des angles qui ne viennent pas créer des reflets dans la fenêtre. Fait qu'il y avait ce défi-là quand même au niveau du tournage. Peut-être au niveau de l'éclairage, François pourra en dire quelques mots aussi ou autre, là, parce que c'est vraiment lui l'expert à ce niveau-là. Ben, c'est pour ça qu'on voit là, à gauche et à droite, là, je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est sombre, là, mais il y a comme des rideaux de velours noir, en fait, qui viennent emprisonner la lumière. Tu sais, il y a l'éclairage sur le côté du tableau à droite, que là, on éclaire le sujet avec cet éclairage-là. Puis c'est pour ça qu'être de côté, en fait, c'est justement pour juste éclairer le sujet, pour pas que l'éclairage se perde dans le tableau pour éliminer la lumière qu'il y a déjà dans le tableau, en fait. Fait que, vu que ce qui est écrit sur le tableau avec l'encre est réfléchissante, ben, s'il y a de la lumière qui rentre dedans, ça sera plus réfléchissant. Fait qu'on le verra plus. Puis pourquoi, là, ici, on voit juste un trépied, par exemple, à gauche complètement de l'image, mais la caméra est comme à l'intérieur des rideaux. Et comme, comment je peux dire? On laisse juste une petite entrée pour que la lentille sorte du rideau pour éviter le reflet de la personne qui filme, mais aussi de la caméra. Fait que dans le fond, ouais, c'est pour ça qu'il y a des rideaux comme ça. Super. Donc, grosso modo, c'est un peu notre installation là, au niveau du tournage. En dehors de ça, on avait aussi une autre photo pour vous donner un autre exemple. Je vais peut-être effacer mes petits dessins. Donc, vous voyez aussi d'un autre angle. Ce qui a été intéressant à ce niveau-là, dans le fond, on voulait un petit peu pointer vers ça, c'est que rapidement aussi, on avait beau mettre en place là, préparer des formules, par exemple, préparer la démonstration d'avance pour pouvoir aider Brian à orienter un peu ce qu'il allait faire. Il a fallu mettre tout en place un petit système de couleurs, en fait,
Puis ça a été quelque chose qu'on pense que ça va peut-être être très profitable là, pour les étudiants. C'est-à-dire que, par exemple, dans une formule mathématique, chacune des variables a sa propre couleur. Puis au fil de la démonstration, ben, quand la variable, on a finalement un nombre assigné, bien, là, on conserve quand même tout ce système de couleurs-là dans nos consignes, dans nos explications. Puis ça a été aidant aussi parce qu'au Lightboard, évidemment, on pouvait utiliser plusieurs couleurs et ça aidait en fait notre enseignant à être capable d'appliquer les bonnes couleurs au bon moment là, pendant les explications. On avait aussi une chose qu'on a remarqué rapidement quand on tournait, c'est que même si la surface est très, très vaste, il a fallu vraiment là, aller dessiner, si on veut, un petit cadre comme ça pour indiquer à l'enseignant, ne déborde pas en dehors de cette surface-là, parce qu'autrement, au niveau du cadrage, nous autres, ça venait un petit peu plus difficile lors du tournage. Là. Je ne me souviens pas, les gars, si vous aviez autre chose à ajouter ici. Ben moi, en tant que prof, là aussi, on voit complètement à gauche là, sur la vitre. Je me mettais des notes là, assez régulièrement également sur le côté, par exemple, pour avoir les résultats ou autre, là, complètement à gauche dans la vitre. Oui, sur le bord. Ouais. Où est-ce que je pouvais justement là, m'aider un petit peu mon lien parce que quelqu'un, là, mettons comme là, c'est calcul de moyenne, mais le calcul d'écart type, là, il y en a des valeurs à venir plugger. Là, fait que, j'ai jamais eu une bonne mémoire dans un premier temps. Là, fait que, en plus de retenir, par exemple, 20 valeurs là, par cœur et puis le résultat, j'aimais bien ça, pouvoir me garder ça là, juste à côté. C'est ça, j'ai vu là, dans les commentaires que ça avait l'air facile, là, pour certains facile. Nous, on avait souvent deux sets de gainés. Vous voyez, j'ai une bouteille dans ma main. Ben, une fois qu'on efface avec le push-push, c'est comme si ça fait juste de la boîte. Là, ça fait des coulisses. Fait que ça prend une guenille pour le premier effacement. Puis après ça, ça prend des guenilles sèches pour venir effacer là, une fois que ça l'a séché. On peut pas. On n'a jamais été capable, en tout cas, de trouver le bon produit qui nous permettait d'un coup pouvoir tout effacer. C'est comme une vitre là, avec un Windex. Là. Ça ne marche pas. Mais il faut tout le temps y aller à deux espacements là, entre les deux séances d'effaçage. On pense que ça pour tourner quelque chose d'une heure, là, par le temps qu'on monte les caméras, qu'on fasse tout ça, puis là, les petits tableaux, on les fait d'avance. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'après ça, au montage, mettons, moi, je fais un tableau, mais je peux mettre, je ne sais pas moi, 2 minutes pour le faire vraiment comme il faut. Mais François, après ça, au montage, il le fait aller sur le fast-forward là, en vitesse 8 fois, 10 fois plus vite. Fait, au lieu que je perde 10 minutes là, à le faire manuellement, ben, il apparaît là beaucoup plus rapidement aussi. Sauf que c'est éternel, là, pour vrai, pour avoir fait peut-être là, une demi-heure là, bien canée, on passe des demi-journées. C'est facilement une demi-journée, je dirais, pour faire une demi-heure de montage une fois, là, un beau film. Là. Fait que ça, on les voit, là, les sets dégainés, là, on en avait besoin de beaucoup. Là. Peut-être je vais partir une petite vidéo. Je vais laisser aller quelques secondes, puis ensuite, je vais fermer le volume, puis Brian va pouvoir commenter, là, continuer la suite. Fait que, dans le fond, ce qu'on vous présente, c'est quelques extraits du produit final là, de ce qu'on a pu créer à partir de notre Lightboard. Je vais juste sortir de la présentation, voilà. Puis, être plutôt en mode vidéo. Ah, je vais être obligé d'arrêter mon partage d'écran. Je pense que je n'avais pas partagé mon son. Je viens de penser à ça. Écran 1. Partager le son de l'ordinateur. Je vais le démarrer puis je vais. Pour calculer notre moyenne. Entendez-vous du son? Oui, parfait. Pas le mu, c'est quoi? C'est la somme de ces 4 trimestres-là divisé par notre grand N, on en a 4, et ça va nous donner notre moyenne. De notre tu veux que je parle au travers de ça, là, Tommy? $1 trimestriel, qui nous donne 80. Oui. OK, c'est bon. Non, mais on va voir là, la différence là, avant longtemps. Juste d'avoir des crayons flambant neufs ou des crayons qu'on a utilisés 2-3 fois fait une énorme différence aussi sur la qualité, là, la façon que les couleurs vont ressortir. T'sais, lui, il est orange, là, mais une fois comme je vous disais, là, une fois qu'on l'a pris 2-3 fois, c'est-à-dire 2-3 séances, c'est quasiment le max pour dire que ça fait vraiment des belles couleurs. Puis tout est en lien aussi avec la luminosité qu'on est capable d'émettre. Mais vous voyez, juste pour faire ça, pour moi, en tant qu'enseignant, il y a toute la logistique par rapport à comment je vais présenter la matière. C'est-à-dire que quand je vais au tableau, j'écris au tableau, j'ai tout l'espace. Mais ici,
au début, je n'avais pas nécessairement cette sensibilité-là, mais quand je parle à la caméra, j'essaie d'interpeller directement l'apprenant. J'essaie de le regarder le plus souvent possible dans les yeux, c'est-à-dire dans la lentille, mais je me garde tout le temps une place, voyez-vous, là, pour que j'ai rien dans mon visage, pour que ce soit plus fluide. Mais au début, j'écrivais un peu partout, puis là, ben, je me le mettais un peu sur la pointe des pieds pour trouver une place ou quelque chose où est-ce que mes yeux n'étaient pas obstrués par quelque chose. Mais plus que ça allait, plus que cette sensibilité-là, je l'avais, mais en même temps, ça me demande une organisation de tout ce que je veux mettre au tableau, les étapes, comment j'avance. Comme là, on voit toutes les caractéristiques, puis après ça, je le fais de l'autre côté. Mais c'est toute cette réflexion-là ou cette attention-là que je n'avais pas nécessairement prévue au début, mais que je dois toujours aussi conserver dans ma tête. Puis on voit là comment que les crayons étaient neufs. Là, vous voyez la différence dans les couleurs, là, c'est assez notable, je pense. Là, le vert, comment il est fluo, et ainsi que le bleu, versus un crayon qui commence à être fatigué un peu comme l'orange de l'autre d'avant. Fait que oui, le jeu des couleurs, super important, mais également, quand j'avais, admettons, des fois, j'avais 3-4 couleurs différentes, mais c'est juste déplaisant d'avoir tout le temps 3-4 crayons dans ta main. Puis là, OK, là, c'est quelle couleur? C'est lui, là, c'est lui. J'essaie d'avoir cette bonification-là pour l'apprenant, mais en même temps, pour moi, ça rajoute quand même une couche tout le temps de mon cerveau. Il faut qu'il pense, OK, où est-ce que je vais mettre mes choses, les couleurs qu'il faut que je fasse les suivis. Tous des trucs qui sont carrément en dehors de mon contenu que je veux expliquer là, en réalité, mais qui vont venir alourdir quand même ma présentation ou en tout cas ma performance là, pour pouvoir enseigner les différents trucs. Mais par contre, vous voyez ici là, comment est-ce que c'est vraiment grand là, comme visuel. Au début, on me coupait vis-à-vis de la bedaine. C'est pour ça que mes shorts sont fripés parce qu'on n'avait pas pris l'habitude d'aller aussi bas. Mais c'est immense comme terrain de jeu, mais en même temps, c'est de le prévoir comment est-ce que je vais utiliser ce terrain de jeu-là, parce qu'en même temps, je ne veux pas juste utiliser un petit coin du tableau si on est pour avoir un grand cadre. C'est tout le temps d'avoir une proportion aussi de ce que je veux amener. Encore là, c'est en dehors de mon contenu qu'il faut que je pense, OK, j'explique la loi normale, j'ai ma règle des 3 sigma que je vais expliquer, mais après ça, c'est la proportion, la taille du crayon que je vais prendre. C'est des trucs que je n'avais jamais pensé. Je me disais, je vais aller filmer là-bas 3 heures, puis je vais sortir de là avec un 3 heures. Mais pas en tout. Là, on allait là-bas 3 heures, puis on était chanceux, on sortait de là avec une demi-heure de tournage. Bon, puis le linge aussi. Le linge, j'ai pris l'habitude d'y aller avec des chandails, des t-shirts à manches noires, à manches courtes, mais toutes noires, pour que même si je m'écris sur la bedaine, c'est pas grave, on va voir au travers pareil. Puis en même temps, je suis allé au début avec manches longues noires, mais ça fait bizarre parce qu'on dirait que des fois, il y a juste une main qui bouge dans l'écran. On ne voit pas le reste. On dirait que c'est des mains qui volent. Je n'aimais pas vraiment le visuel non plus de mes mains qui volent un peu dans le vide. Je trouve qu'avec le coude, au moins, on voit que c'est plus rattaché à mon corps. Il y a cet élément-là aussi qui est quand même non négligeable. Puis, c'est aussi le fait qu'on voit qu'il y a certains souffleurs, là, mais des fois, au-delà du souffleur, comme souvent dans mes cours, je vais mettre une mise en situation. Ça va être sur une diapo. Bon, bien, tu la mets où, ta mise en situation? Est-ce que tu perds la moitié de ton terrain de jeu pour écrire une mise en situation? L'idée, c'est de pouvoir faire la démonstration avec le Lightboard et non pas d'écrire une mise en situation. Fait que là, ça prend un support quand même parallèle, des PowerPoint qui vont suivre pareil pour aider l'étudiant. Dire, OK, bon, bien là, je suis rendu à cet exercice-là. Là, ma mise en situation est sur le PowerPoint. Fait que là, on est rendu genre à diapo 23 avec la mise en situation que je fais juste la lire, mais les étudiants l'ont sur un support visuel qui est parallèle quand même. Là. Puis au-delà de là, moi, j'enseigne les statistiques. Vous voyez là, par-dessus mon épaule, c'est toutes mes lois. J'ai ma loi normale, j'ai ma loi de student, j'ai Fisher, j'ai toutes ces tables-là également qui doivent suivre, puis que je dois également en même temps expliquer aux étudiants, bon, ben, où est-ce que je vais trouver ma valeur pour ma valeur critique avec student, par exemple, mes degrés de liberté. Bien, on a fait apparaître des PDF. François a travaillé fort. Et
On transforme nos PowerPoint en vidéo. On encercle les valeurs des degrés de liberté avec les lignes, les seuils qu'on veut suivre. On insère ça au travers. Parallèlement à ce montage-là, on a également le montage du support là, informatique qui doit suivre aussi et qui est non négligeable. Alors que dans une classe conventionnelle, j'aurais juste ouvert mon fichier PDF puis il aurait été projeté en avant. Là, ce qu'on ne peut pas faire actuellement, mais qu'on doit quand même là, démontrer aux étudiants, expliquer. Là. C'est quoi ça? Ben, je faisais du pouce avec ce que tu disais, dans le sens où on était en mesure, parfois, soit dans une même vidéo, on avait, si on veut, deux flux, c'est-à-dire le premier flux qui était vraiment, on voyait l'enseignant, puis là, on était capable de venir faire apparaître un document, soit en Mortaise, là, en tout petit, mais aussi, nous, à l'UQAT, on utilise la plateforme Panopto, et donc ça est venu nous faciliter aussi la chose, dans le sens où lorsqu'on faisait les tournages, on a notre caméra, bien sûr, qui vient capter ce qui va se passer ici. Bien, pas juste cette caméra-là, il y en a un autre aussi qui est caché ici. Mais on pouvait aussi enregistrer ce qui se passait sur le PowerPoint, ce qui fait que l'étudiant, au final, lui, lorsqu'il écoute la vidéo, il est dans l'environnement Panopto, qui est l'équivalent d'un YouTube, là, pour ceux qui connaissent peu, sauf qu'on a deux images. On a l'image où on a notre vidéo avec notre prof, notre enseignant, puis on a aussi l'autre flux vidéo en coin, qui est dans le fond le PowerPoint ou encore tout autre élément. Là. Donc, c'est un peu comme si on avait une première image principale plus une image secondaire dans la même interface d'écran. Donc, c'était facilitant là, pour les étudiants. Ils pouvaient en tout temps avoir la mise en situation en coin plus la démonstration qui se fait par Brian. Bon, l'idée, c'était vraiment de synchroniser les deux pour que ça fasse une cohérence au bout du compte là, pour l'étudiant. Parfait. J'ai vu, là, il y avait une question, il y en a certaines qu'on peut répondre tout de suite. Là, Yves là, qui demandait est-ce que vous êtes capable de projeter les images du PowerPoint sur le tableau pour la noter en direct? Ça, on n'a pas encore testé cet élément-là à notre Moi, niveau. j'en ai testé un peu de ça, en fait, puis c'est pas très concluant jusqu'à maintenant. Ça prend un autre type de matériel pour être capable de faire projeter quelque chose sur la vitre. Ouais. Exact. Ce qu'on pourrait faire dans notre cas, étant donné qu'on a l'outil Panopto qui nous permet deux flux, c'est que ce qu'on pourrait, c'est que Brian, pendant qu'il est en train de faire ça, il pourrait avoir une tablette ou toute autre là, tablette là, tactile. Et ce qui viendrait à noter sur la tablette pourrait s'effectuer sur son PowerPoint, là, sur son écran. Là. Mais là peut-être que je tombe un peu dans un truc un peu trop complexe. En fait, je pense que ça ne serait peut-être pas l'idéal pour l'enseignant. Là. Mais tu sais, Brian, ce qu'il a expliqué, moi, comme conseiller, je m'en suis rendu compte très rapidement, c'est qu'il y a quand même une espèce de surcharge cognitive, une lourdeur cognitive qui se crée pendant qu'on fait ce genre de démonstration-là. Puis c'est ça qui est venu faire, dans le fond, nos deux souffleurs, c'est qu'on s'est dit, OK, faut alléger toutes les considérations, il faut en retirer, il faut alléger le travail de Brian pour qu'il puisse se concentrer sur sa démonstration mathématique. Et donc, parfois, ici, en bas, tout ce qu'on venait faire, c'est juste afficher le code de couleur. Comme ça, lui, Brian, en un simple coup de regard, il pouvait dire « Ah oui, je suis rendu au bleu ». Puis là, dans sa main, il passait au crayon bleu, puis il continuait. Fait il a fallu vraiment faire ces petites adaptations-là pour faciliter le tournage. Là. Puis en fait, rendre ça plus efficace là, pour tous. Là. Je pense que c'était pas mal ça qu'on voulait dire pour ça. En fait, à la lumière de tout ça, quelles conclusions, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce processus d'innovation-là? Je dis souvent processus parce que pour nous, l'innovation, ce n'était pas un but à atteindre, c'était vraiment un processus à suivre. Notre but, c'était de créer du matériel, de rendre le cours plus intéressant pour nos étudiants, puis avoir du matériel qu'on pense plus efficace. La force du Lightboard, ce qu'on trouvait par rapport à juste écrire sur un tableau numérique, un whiteboard là, en ligne, c'est qu'on se disait, ben, l'enseignant regarde l'étudiant en même temps de faire ses explications. Donc, cet effet-là, justement, du regard, d'être en un pour un, on se disait, ben, on va, plutôt que d'avoir notre modèle où la FAD, c'est j'enseigne à un groupe, là, on va se mettre dans un modèle où la FAD, j'enseigne à un étudiant. C'est cet effet-là qu'on voulait créer, cet effet de proximité-là. Puis, même si on dérogeait du modèle de notre institution,
on voulait quand même conserver les valeurs de notre institution qui était justement une formation qui est humaine. Et on pense que le Lightboard, ça crée ce côté-là humain comparativement à des vidéos qui sont enregistrées directement sur PowerPoint, là, narrées ou des choses comme ça. Fait que le volet humain est important, puis évidemment, tout notre processus, là, c'était relativement audacieux et créatif, là, ce qui forme les 3 valeurs de l'UQAT, là, humaine, créative, audacieuse. Donc, notre processus d'innovation, ce que ça nous a, en fait, grosso modo, une première conclusion, c'est on pense que dans ce cours-là, comparativement à une ancienne version, que la technologie vient vraiment supporter l'enseignement-apprentissage. Évidemment, avec tout le processus de conception qu'on a fait, on a un cours qui est beaucoup plus aligné. Les objectifs, les activités et les évaluations sont alignés. C'est pas, il y a vraiment une cohérence pédagogique à ce niveau-là. On a un découpage très, très, très fin. Là. Comme on le disait, nos vidéos sont beaucoup plus courtes. Puis le fait que l'étudiant peut passer d'une vidéo à l'autre, par exemple, il avait peut-être moins bien compris un concept, plutôt que de chercher dans une grande vidéo de 2-3 heures, maintenant, il y a le découpage qui est tout fait, fait qu'il peut aller réécouter cette vidéo-là rapidement. Bien sûr, nous, avec la plateforme Panopto, l'étudiant peut en plus prendre des notes dans la vidéo. Là, donc, il peut dire à 2 minutes, prendre une note pour dire ça, c'est important, puis il peut y revenir à tout moment. Donc, il y a tout un système de signets comme ça qui rend la tâche plus facile là, à l'étudiant. Et donc, à ce niveau-là, toutes nos technologies, on pense en fait là, ça vient vraiment en support à cet enseignement-là et cet apprentissage-là. Et on n'a pas parlé de ce qu'on voulait faire au niveau de l'environnement numérique, mais on a quand même permis des choix qui n'existaient pas avant dans le cours. Entre autres, l'étudiant a des choix au niveau des tâches qu'il veut réaliser là, comme travail de session. Un autre volet qui est vraiment, il y a eu quand même beaucoup de défis, puis on s'en est rendu compte à travers le projet, certains défis qu'on a réussi à surpasser, mais d'autres qui demeurent. Première chose, c'est évidemment, on était dans un nouveau processus. Moi, comme conseiller, mais même autant Brian comme prof, on ne se serait pas lancé là-dedans si on n'avait pas une pleine connaissance de la matière de ce cours-là. Tu sais, si c'est la première fois que vous donnez un cours et vous dites « Ah, moi, je vais essayer ça, le Lightboard, on va en concevoir un », ça risque d'être difficile. Si on avait eu cette difficulté-là en plus, ça aurait été pas un projet très, très réussi. Mais comme on avait les coups des franches à ce niveau-là, on pouvait se concentrer sur le processus parce qu'on savait que ça allait être long et que ça allait être beaucoup d'essais et d'erreurs. Encore aujourd'hui, quand même, cette façon de tourner-là, de faire du tournage qui n'est pas dans le modèle qu'on avait, c'est quand même compliqué au niveau des réservations du studio, ces aspects-là. Et puis, lui, tout prof ou chargé de cours à l'UQAT, lorsqu'il médiatise, par défaut, il va médiatiser dans un cours en présentiel. Donc, il va filmer avec ses étudiants dans son cours. Or, là, nous, c'est des tournages hors cours, donc sans étudiants. Ça demande du temps supplémentaire à l'enseignant. Puis ça, à ce niveau-là, au niveau des procédures, même de nos politiques ou de la façon je vais être dans le concret, là, mais de la façon de payer le chargé de cours, de lui créer une tâche, autant le chargé de cours que le prof. Ça, il y a des choses aussi à aller venir bonifier, travailler à ce niveau-là. Et évidemment, la conception pédagogique qui est très chronophage, puis la méthode MISA est très complexe. Donc, pour s'y lancer, il faut vraiment bien la maîtriser. Puis ça, nous-mêmes, on ne la maîtrisait pas à 100 puis ça nous a quand même ralenti, si on veut, là, dans tout ce processus-là. Mais une chose très, très, très pertinente, très intéressante, c'est que ça a créé vraiment un effet au niveau du développement professionnel de l'enseignant. Donc, chez Brian, il y a eu vraiment un changement de paradigme. Plutôt que de penser à transposer son cours présentiel en FAD, là, on était vraiment en mode, on conçoit puis on développe un cours en FAD. Donc, on se concentre à produire ce cours-là adapté à la formation à distance. Et puis, il y a vraiment eu un changement justement à ce niveau-là. Et voilà, ça a été un effet intéressant. Puis même pour l'institution, finalement, notre projet a été quand même très, très, très bien accueilli. Quand on est arrivé avec notre version 1.0, il y a beaucoup de gens à travers notre équipe et à l'extérieur qui ont vu le potentiel. Ce qui fait qu'il y a quand même une belle perspective d'avenir au niveau du Lightboard à l'UQAT. Parce que c'est plus juste le projet là, d'un seul cours.
Je dirais que dans le fond, nous, le processus qu'on peut appeler d'innovation tire à sa fin. Là, on est plutôt à comment améliorer, comment venir, ou plutôt que de parler de rationalisation, qu'on trouve un peu trop capitaliste, on aime bien parler d'harmonisation. Comment faire en sorte que l'utilisation du lightboard et les tournages avec le lightboard soient plus harmonisés avec nos façons de travailler, nos façons de faire. Donc, c'est pour ça qu'on a un premier projet là, qui est de vraiment d'adapter, comme on l'avait déjà mentionné, d'avoir un lieu spécifique pour le lightboard qui serait qu'on appelle, nous, le petit studio. Donc, ça, c'est un projet qui est en train de se faire, qui devrait être prêt au niveau du mois de décembre, peut-être janvier. Et ce qu'on pense, c'est que ça va permettre justement à plusieurs autres enseignants d'aller expérimenter, d'aller utiliser ce tableau-là et probablement aussi dans d'autres domaines. Parce que nous, à la base, on s'était dit ça va être très efficace pour tout ce qui est domaine des mathématiques, du génie, sciences appliquées. Mais même à l'usage, on s'est rendu compte que bien, tout ce qui est tous les autres domaines, en fait, ça peut être très, très pertinent de faire certaines capsules, certaines séances avec le Lightboard. Et donc, on espère que ça pourra être utilisé en fait par d'autres enseignants et dans d'autres domaines. La grande question, un peu là, sous forme de conclusion, là, la grande question, OK, tout ça, mais est-ce qu'on a vraiment favorisé la réussite étudiante? En nous, on se disait, on veut créer une FAD qui est le fun, qui est efficace. Puis on avait même une petite expression qu'on disait, c'est-tu de la FAD fun ou de la FAD qu'on est en train de produire ou qu'on veut produire? Et ben, on n'a pas encore de réponse totale. Ce qu'on pense, c'est que les étudiants devraient être ravis de cette nouveauté-là, mais les premiers cours avec les premières évaluations des apprentissages, entre autres, là, on va les avoir plutôt près du mois d'avril. Donc, on a bien hâte d'avoir un peu le retour des étudiants à cet effet-là, de voir ça a été accueilli comment, ne serait-ce qu'au niveau justement visuel, est-ce qu'ils ont trouvé ça intéressant, mais ensuite, est-ce que ça les a motivés, en fait, de suivre un cours qui impliquait ce type de capsule de vidéo-là? Fait qu'on a hâte, en fait, d'avoir des résultats. Là. On va surveiller ça de près. Puis, en fait, pour terminer, on aimerait vous lancer un peu des questions. Puis, bien sûr, on va pouvoir répondre à toutes vos questions, là, mais avez-vous vécu un processus semblable dans votre institution, que ce soit avec ou non le Lightboard? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce que vos propres aventures, vos propres histoires à ce niveau-là ressemblent un peu à notre récit? Ça a été quoi les défis que vous avez rencontrés? Et ceux qui ont peut-être tenté le Lightboard, est-ce que vous avez vécu les mêmes défis ou est-ce qu'il y en a d'autres? Puis bien sûr, là, nous, on cherche en fait à continuer notre recherche et développement. Si on peut apprendre de vos expériences, on va être très heureux. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vous partager notre expérience. Voilà. Je n'avais pas nécessairement de mot de la fin. On ne s'était pas reparlé du mot de la fin vraiment. Brian, t'avais-tu quelque chose à mentionner? Ça m'a fait plaisir de partager cette expérience-là. Mais je vais vous avouer, là, si c'était à refaire, là, je ne suis même pas sûr que j'irais jusque-là, dans le sens que le temps que ça demande là, pour le faire, puis François, pour le montage aussi, pour un cours de 45 heures, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais certainement qu'il y a un potentiel énorme pour des capsules ci et là, pour une présentation d'un concept, une petite demi-heure, des trucs comme ça. Mais de dire qu'on se lance dans un 45 heures, là, il faudrait être prêt. Puis Tommy l'a dit tantôt, c'est parce que le cours, je le connaissais, ça devait faire à peu près 20 fois que je le donnais. Là. Je savais que ces notions-là, ça fit dans un 3 heures. Telle autre notion fit dans un 3 heures. C'est conventionnel. Fait que c'est ça. Au moins, ça, c'était connu. Fait que, mais qu'est-ce qui était inconnu, c'était tout ce qui tournait autour. Là. Mais sinon, j'en profite pour saluer le travail de François, qui a travaillé d'arrache-pied pour qu'on puisse avoir un tableau. La première version, le plexiglas, on avait 2 personnes là, qui le tenaient chaque côté. Mais là, quand j'écrivais, ça bougeait. En plus, c'était pas débile. Fait qu'on a réussi à avoir quelque chose de bien, somme toute, je pense. Alors, vous aurez encore l'occasion d'intervenir parce que je sens qu'il y aura un débat très, très pointu. Les gens ont beaucoup de questions. Pour commencer, j'aimerais mentionner une note technique. Il n'y a pas grand monde qui est inscrit à la formation. Donc, si vous êtes intéressé à avoir la présentation de M. Trudel et compagnie, si vous êtes intéressé à recevoir l'enregistrement de l'atelier
écrivez-moi au refad@sympathico.ca, puis je vais vous l'envoyer parce que j'ai à peine 5-6 personnes là, qui sont inscrites en ligne. Donc, ça, c'est pour être sûr que je ne vous oublie pas. Messieurs, je suis sûr que je me fais le porte-parole de l'ensemble du groupe en vous disant qu'en écoutant cette présentation-là, on a vraiment l'impression que l'enseignement en ligne est un art. Ce n'est pas une technique. Vous avez su cadrer cette innovation à l'intérieur de toutes les préoccupations et les considérations de concepteurs pédagogiques. On a fait appel à la méthode MISA de l'ami Gilbert Paquette. On a parlé de votre processus de réflexion pour préparer une nouvelle approche de cours. On a parlé ensuite de ça, de tellement de détails de pratiques qui découlent de votre expérience et qui sont vraiment un bon point de départ pour tout le monde. Alors moi, je suis vraiment fasciné par votre présentation. Je vous en remercie sincèrement, c'est excellent. Je vais passer la parole aux gens, mais d'abord, on a très rapidement des questions qui tournent autour des spécifications, le prix, le coût du verre. Alors, Carl Lancette demande c'est quoi les specs et le prix. Véronique Joanie demande quel est le coût du verre. Alors, avant d'aller plus loin, je vous laisse répondre à celle-là. En fait, le coût du verre, ça varie. Je veux dire, nous, ce qu'on a pris, c'est un 4 pieds par 8 pieds. Par 8 pieds, ouais, c'est ça. 4 par 8, un peu comme une feuille de gypse, en fait. C'est la même grandeur. Puis l'épaisseur, c'est du 3/4 de pouce. Donc, c'est quand même un monstre. Le coût de ça, c'est, vu que c'est un type ultra clear qu'ils appellent Starfire, c'est entre 3 et 5 000, juste la vitrine. Puis c'est pour ça qu'on hésitait au début puis qu'on a fait un prototype plexiglas en premier pour essayer. Sinon, pourquoi ne pas faire en synchrone que je vois? En synchrone, ça serait... Tommy, tu peux y aller avec moi, là, mais j'ai l'impression que ça serait vraiment compliqué justement à cause tu sais, quand on est face aussi pour le professeur, ça serait peut-être un petit peu intense sur tu sais, ouais, peut-être intense sur les nerfs du professeur, si je peux dire, parce que je veux pas en vidéo, en asynchrone, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait du montage. Tu sais. Fait que le prof a une marge de manœuvre où il peut se tromper ou quelque chose, puis moi, mon travail, c'est de régler un peu ça, tu sais, avec la vidéo. Fait que c'est sûr, j'imagine que ça se ferait, mais tu sais, le temps de créer des tableaux ou des trucs comme ça, il faudrait que les gens attendent, puis en tout cas, ça serait peut-être, ça serait une autre histoire. Est-ce que, je ne sais pas si je peux continuer vu que c'était ma question, là. Oui, vas-y. Ouais. Est-ce que vous avez déjà regardé, dans le fond, durant la COVID, là, mes enfants, ils suivaient la classe de Mme Marie-Ève, qui est avec succès scolaire. Elle a passé, tout le monde en parle et tout ça. Puis, dans le fond, à chaque jour, elle donnait un cours aux enfants selon première année, deuxième année, tout ça. Puis, elle effaçait rapidement, réécrivait, elle effaçait, elle réécrivait. Donc, elle faisait autant du synchrone que d'effacer puis réécrire. Est-ce que vous avez appelé à succès scolaire pour avoir de l'information? Avant ça, je pense que la question se pose de savoir est-ce que Mme Marie-Ève, elle tournait le dos à l'assistance ou pas, parce qu'au départ, l'idée, c'est d'être face au public, n'est-ce pas? Oui. Non, inquiétez-vous pas, là. Elle utilise le liveboard et tout, là. Oui. En fait, je connais pas. C'est dans quelle ville, Mme Marie-Ève? C'est quoi? C'est sur YouTube, ça? Ou... c'était une professeure, là, je ne sais plus de où, là, mais c'est au Québec, là, qui a décidé de continuer ses cours en synchrone, mais avec un liveboard. Puis elle efface, elle est en direct, elle efface très bien, elle continue, puis tout ça. Là, donc, ça pourrait peut-être être une option là, à explorer. Là. Mais je sais qu'elle n'avait pas le droit, tout le monde en parle, de dévoiler le processus, là, tout ce que vous nous avez dit, là, le verre utilisé et tout. Mais je ne sais pas si, en collaboration avec une université, ils ne voudraient pas nous donner des pistes de solutions. Là. Fait que c'est avec succès scolaire qu'elle travaillait. Là. Moi, j'ai vu en fait ce qui a été produit. Puis justement, je pense que nous, dans notre cas, il va falloir continuer un petit peu notre recherche-développement parce que tout ce qui est l'effacement, ça resterait un défi. Là. Mais une fois que ça serait réglé, là, on aurait quelque chose d'intéressant pour faire du synchrone. Par contre, nous, pour l'instant,
je pense qu'avant de se lancer en synchrone avec un lightboard, il faut bien maîtriser la matière, mais je suis certain qu'il y a un volet très scénarisé de cet enseignement-là. Et dans notre cas, ça nécessiterait une préparation qui serait différente que celle qu'on avait là. Là, on se donnait le droit à l'erreur, on se donnait le droit à expérimenter, à faire des essais. Il y a aussi tout le volet. Nous, on n'a pas que filmé de face, mais on allait prendre certaines prises de vue de côté. Cet effet-là de l'image, on voulait créer un certain dynamisme que si on est asynchrone, ben là, ça nécessiterait, si on veut, une forme de régie pour contrôler l'affichage. Et donc, en tout cas, à 3, ça serait un défi encore plus là, d'y aller en mode synchrone, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir vérifier, qu'on va pouvoir analyser. Mais pour l'instant, nous, on avait vraiment opté pour la synchrone pour se concentrer sur notre découpage du cours, puis faire des petites capsules, des concentrés, plutôt que d'avoir un cours très long, d'avoir des concentrés bien conçus. Mais peut-être que en éliminant justement ce défi-là de l'effacement, peut-être qu'un jour, on pourrait opter pour faire un essai en synchrone. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans nos cartons. C'est ça, notre gros défi aussi, c'était au niveau du budget un peu. Fait que, on a vu des lightboards qui existaient déjà aussi. Puis c'était des mini lightboards. C'était quoi? 2 pieds par 2 pieds et demi, 3 pieds, puis c'était quasiment 15 000 juste ça. Fait qu'on s'est dit, nous, c'est pour ça qu'on a décidé de le faire du début, finalement, c'est d'être capable de payer peut-être moins cher, d'avoir un résultat intéressant. Puis d'avoir une surface plus grande aussi. Parce que c'est ça, qu'est-ce qui nous a botté les fesses, c'est quand on a vu la vidéo de quelqu'un qui était dans son garage. Puis en plus, la personne, c'est qu'il y avait un miroir en avant d'elle, puis la caméra filmait dans le miroir pour être capable de faire le switch, en fait, parce que moi, j'écris tout le temps face, mais j'écris à l'endroit, même si j'ai l'air d'écrire à l'envers. Je n'écris pas à l'envers, en réalité. Nous, c'est la caméra qui fait la synchronisation là, de tout ça. Mais c'est le programme de montage après qu'on a filmé. En fait, moi, je fais juste le virer de bord, puis on est correct. C'est pas quelque chose de complexe. Mais l'autre, dans son garage, il filmait dans un miroir pour avoir cet effet miroir-là. Fait que je me dis, on se disait, crime, tu sais, puis son résultat, il était quand même potable. Là, mais on s'est dit, si quelqu'un d'un peu débrouillard réussit à sortir un résultat comme ça, je pense que le jeu en voudrait la chandelle qu'on essaie au moins. Là. Puis, je pense que c'est quand même bien là, au final. Mm-hmm. Mais je pense qu'au niveau tu avais des questions. Oui, j'aimerais ça poser. Ben, tout d'abord, vous dire merci beaucoup. C'est une très belle présentation. C'est très, 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 très intéressant. Moi, je suis à l'Université du Québec à Chicoutimi, à l'UQAT. Puis, on est justement en train de se poser la question pour se faire ça. J'ai été en train de faire mes recherches également là, pour pouvoir nous équiper de ça. Puis honnêtement, j'ai fait aussi des recherches pour vérifier de l'acheter déjà fait. Surtout en période de COVID, là, c'est moins évident là, de courir après les matériaux, ainsi de suite. Là. Et pour le moment, j'avais trouvé une compagnie, c'est Solotech, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est ça, c'est Solotech qui en ont. Différentes grandeurs. Là. François, tu disais que c'était tout petit, là, mais il y en a des plus gros. Là. À ce que j'ai compris, je pense qu'il y en a des 12, des 36, des 48 pouces, puis on peut monter comme ça. Là. J'imagine aussi que le prix doit aller avec ça, mais je suis présentement en soumission, fait que je ne peux pas savoir encore combien ça peut coûter, là, mais je sais qu'il y en avait différents formats. Parce que moi, il y a 2 ans, c'est ça. Il y a 2 ans, quand je faisais des recherches là-dessus, beaucoup pour en acheter un déjà fait, c'était peut-être aussi beaucoup plus cher là que ça l'est aujourd'hui. Avec la situation et tout, peut-être que justement, il y a des compagnies qui ont réussi ou bien qui offrent l'idée d'en avoir des moins chers, fait que tant mieux. Oui, peut-être. Ben, je vais faire des recherches à ce niveau-là, là, mais là, en voyant cet atelier-là pour le fabriquer nous-mêmes, je trouvais ça vraiment intéressant de voir aussi, puis faire une comparaison. C'était un peu ça que j'avais comme question aussi. Hein, pourquoi vous êtes allé, pourquoi vous l'avez fait? Là, j'ai eu ma réponse. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de réponses là, au fur et à mesure que vous avez fait votre présentation. Mais point de vue, il y en a que ce n'est pas répondu. Par contre, j'aurais aimé avoir les spécifications du verre ou tout ce que c'est que vous avez
comme équipement, là, vraiment précisément, là, si je veux faire affaire avec un vitrier, ben, j'aimerais ça avoir déjà les specs. Je ne sais pas si ça va être possible pour vous de nous mettre ça public par la suite, là. Ça va être un peu, tu sais, ça a été essai-erreur, je te dirais, avec le vitrier, mais ce qui est important à retenir, c'est le nom de la vitre qui est Starfire, Ultra Clear. Je pense que ça, c'est vraiment important à retenir. Puis juste de préciser avec le vitrier, en fait, que quand il va la tremper, de faire attention pour pas qu'elle soit marquée en plein centre. Ouais, OK. C'est juste de lui dire de faire attention au marquage. Je l'ai retenu, ça aussi. Puis aussi, à propos des vêtements, puis tout ça, Brian, il disait, il se met des t-shirts noirs, c'est beau, mais quand on a une prof au féminin, peut-être que c'est moins intéressant d'avoir des t-shirts noirs ou, tu sais, je ne sais pas, mais c'est des conseils qui sont vraiment pertinents. Je pense qu'il y a moyen il y a moyen quand même de le faire sans gilet noir en tant que tel. C'est sûr, tu sais, t'évites tout motif parce que ça peut rentrer en confusion avec l'écriture sur le tableau. C'est pour ça qu'on avait choisi une couleur unie, mais d'après moi, une couleur unie qui n'est pas fluorescente comme les stylos, ça devrait aller. Oui, un rouge fuchsia, là, mais tu sais, c'était très intéressant. Puis se laisser aussi, des fois, ça peut être banal, mais se laisser un endroit dans le milieu pour pas qu'on ait des écritures sur les yeux, tout ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis ces conseils-là, en pédagogie, ça serait peut-être intéressant aussi si vous avez de la documentation un peu sur votre expérience que vous pourriez peut-être partager avec l'ensemble de nos professeurs. Peut-être ça serait intéressant si oui ou sinon, si vous n'avez pas, c'est pas si grave que ça, là. Mais ça serait peut-être le fun si vous aviez ça pour notre corps professoral. Puis aussi, comment est-ce qu'on va monter un peu ces ateliers-là? Nous, on a déjà un studio, fait que je vois très bien à quel endroit qu'on pourrait le mettre. C'est équipé de caméras. Puis c'est déjà un studio d'enregistrement. On pourrait peut-être mettre ça là pour faire nos petites capsules, là. C'est vraiment, j'aimerais pouvoir proposer quelque chose à l'UQAC très rapidement, là. Fait que si plus que j'ai de stuff à remettre, mieux c'est pour le dossier, là, comme on dit. Fait que si vous avez plus d'informations ou par la suite vous développez d'autres choses, ça serait plaisant, tu sais, de pouvoir nous le partager si jamais c'est possible. Parfait. Ben, on va prendre les noms en note là, pour des collaborations futures. Si jamais aussi, je sais que la vidéo va être disponible, là, fait que s'il y a d'autres collègues que tu aimerais convaincre, n'hésite pas à leur partager l'enregistrement de cette activité-là d'aujourd'hui. Ça va être disponible. La présentation aussi, là, Robert l'a déjà mentionné, mais on va rendre ça disponible également. Parfait. Alors, en ce qui me Merci. concerne, ça complète mon questionnement. Je vous félicite encore une fois, là, vraiment, c'est plaisant. Puis merci beaucoup de partager avec l'ensemble du réseau vos tests, vos connaissances puis vos résultats. Alors, bravo. Merci. Merci. Pour répondre à la question. Monsieur Lalancette. Je pense qu'il y a véritablement un potentiel de publication et aussi peut-être de petites entreprises. Si vous avez besoin de créer des revenus pour l'université, moi, je pense que vous avez déjà un marché. On a une question de Véronique à nouveau qui demande, faut-il un nombre de lumières LED minimum ou doit-il faire le tour au complet du 4x8? Oui, c'est une excellente question, en fait. Tommy, si tu es capable de revenir à l'image du tableau, juste pour que je puisse expliquer plus facilement, là. En fait, les DEL, là, c'est vraiment ils appellent ça des strips, là, voyons. C'est des rubans de LED qu'on utilise, mais c'est des rubans spéciaux. C'est comme nous, on a fait affaire, moi j'ai fait affaire, je pense, c'est avec LED Montréal. Puis ce qu'on demande, en fait, pour la luminosité des LED, pour que ce soit assez lumineux, c'est du 800 lumens par pied. OK? Sauf que nous, ce qu'on a utilisé, on s'est dit, on va y aller plus fort que jamais. Fait qu'ils ont été dans une capacité c'était 1200 lumens par pied de ruban. Fait que c'est beaucoup, c'est très, très lumineux, en fait. Puis non, pour répondre à ta deuxième question, c'est pas tout le tour. Parce que sinon, si on met chaque côté, à gauche puis à droite, des lumières, en fait, ça va venir en confusion avec ceux qui sont en haut puis en bas. Donc, on en met seulement en haut puis en bas. La façon qu'on a fait, c'est que, tu sais, je ne sais pas si on voit, là, c'est quand même très sombre, mais dans le truc en acier en haut, on a mis des genres d'espacements finalement. C'est comme des petits cubes en acier qui viennent, pas en acier, mais en genre de caoutchouc qu'on vient accoter la vitre dessus.
mais les lumières passent en dessous. Fait que c'est toujours... c'est ça, c'est pour que la vitre ne soit pas à côté directement sur l'acier. C'est juste ça. Mais puis pour pas qu'elle vienne défoncer les lumières. Puis c'est pour ça aussi que si on remarque sur les côtés de la vitre, on a comme des boutons en acier. Là. Fait que ça sert à tenir la vitrine dans l'acier, sur l'acier finalement. Pour pas qu'elle vienne écraser en bas ou en haut les LED qui passent. OK. Je pensais que c'était tout le contour. OK. C'est juste en bas puis en haut. Dans notre cas, on a mis juste en haut et en bas parce que c'est ça. Quand j'avais fait les tests, moi, avec l'autre vitrine, quand je mettais les lumières à gauche et à droite, ça venait en confusion avec avec l'éclairage parce que la vitre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aller emprisonner l'éclairage finalement. Fait que si tu en as en haut et en bas, ça passe comme ça. Je peux aller plus approfondi, là, mais ça va être un peu compliqué. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Mais en principe, c'est ça. En haut et en bas, tu es correct pour. C'est assez fort pour se rendre au centre. Puis est-ce que ton LED était de la même largeur que ta vitre? Parce que souvent, ce que je trouve, parce que là, j'ai acheté pas mal de matériel, là, mais ce que je trouve, c'est plus, c'est pas exactement, ça va être comme 0.33, puis la vitre est comme 0.25. Tu sais, c'est comme pas exact, là. Est-ce que ça cause problème? Parce que moi, je vois que c'est pas directement sur ta vitre, toi. Moi, je pense que ce qui poserait problème, c'est si tes lumières seraient plus larges que ta vitre. En théorie, ce que tu cherches à faire, c'est que la lumière emprisonne dans ta vitre. Fait qu'il faudrait que tes LED soient plus petits que le rebord de ta vitre. Pour qu'il y ait le moins de lumière possible qui s'échappe. OK. OK, c'est bon. Les gens dans la salle, avez-vous d'autres questions? Bien sûr, on va pouvoir, vous avez certainement une adresse courriel, alors vous pouvez contacter ces gens-là. Moi, j'aimerais ça vous demander, finalement, vous autres, vous êtes 3 là-dedans. Vous êtes un expert de matière, vous avez un concepteur pédagogique, puis vous avez un spécialiste de l'enregistrement, lumière, caméra, etc. C'est-tu une équipe suffisante, ça, pour ce genre de réalisation-là? À l'UQAT, déjà, nous, à l'UQAT, c'est de cette manière-là qu'on travaille. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un projet de formation à distance, de médiatisation, il y a une équipe qui se crée autour du professeur. Et donc, notre prof, notre chargé de cours, qui est l'expert matière, est toujours accompagné d'un conseiller en pédagogie universitaire, d'un technicien en production numérique, puis il y a aussi une chargée de projet, mais qui chapeaute tous les autres projets là, au grand complet. Mais de façon, dans le fond, chacun des projets sont vraiment travaillés à 3. Est-ce que c'est suffisant? Je dirais que dans notre cas, quand on allait au Lightboard, surtout les premières fois, il fallait être les 3 ensemble absolument. Parce que là, on avait des fois même 2 caméras, puis François va pouvoir faire du pouce, je suis certain là-dessus, mais avec nos 2 caméras, c'est bon d'avoir quelqu'un qui se concentre sur l'image, puis quelqu'un qui se concentre, par exemple, sur le son. Fait qu'il a fallu justement travailler en équipe comme ça, puis se donner des tâches et des rôles. Entre autres, moi, c'est arrivé à quelques reprises. J'étais sur la caméra en arrière du rideau, et pendant que François était sur l'autre caméra en coin, j'écoutais le volume. Puis Brian était justement au tableau. Fait qu'on faisait cette coordination-là à 3. D'après moi, l'équipe, par exemple, de succès scolaire avec Marie-Ève, je serais curieux de savoir l'équipe qui est autour de ce projet-là, mais je pense qu'ils sont plus nombreux et plus spécialisés dans leur champ. Mais nous, à 3, on a réussi à accomplir ce qu'on vous a présenté. C'est sûr et certain. François peut faire du pouce. Ouais, c'est sûr et certain, dans un principe vidéo, écoute, une équipe de tournage, c'est ça le mieux. Là. Quelqu'un qui est sur une caméra, quelqu'un d'autre qui est sur une caméra, quelqu'un qui est sur son, quelqu'un qui, tu sais, là, c'est sûr et certain que c'est un atout. Mais ce qui était le fun dans notre cas, c'est justement Brian qui était capable qui connaissait son cours de A à Z là, par cœur, mais aussi que pendant qu'on enregistrait, que Tommy soit là aussi pour essayer de comprendre ce que Brian dit, puis dire, OK, au niveau de la pédagogie, est-ce que ça marche ou pas? T'sais? C'est ça, je trouve, qui est intéressant, d'être 3 personnes dans 3 domaines différents, finalement. Exact. On pouvait toujours avoir
l'œil de l'expert numérique, mais aussi l'œil au niveau pédagogique, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça commence à être trop long? Tout ça, on avait ces réflexions-là à travers le projet. Moi, ça arrivait souvent que j'écoutais, puis j'essayais de me mettre dans la... un peu sous forme humoristique, je me disais, je fais comme si j'étais un étudiant en difficulté d'apprentissage, puis j'écoute ça. Y a-t-il quelque chose qu'on peut venir aller bonifier, ne serait-ce que de la manière qu'on commence la vidéo pour essayer de faire une petite adaptation, de remettre en contexte cette vidéo-là par rapport à une vidéo précédente. Fait qu'on avait ces questions-là qui entraient en ligne de compte, mais on les faisait tout le temps à trois, tout le temps autour de notre équipe. Ouais. Votre équipe a une très, très belle maturité et une très, très belle réflexion. Moi, je vous en félicite. Je trouve ça remarquable. Dans le clavardage, on remarque Jean-François Tremblay, on le remercie, il a ajouté un lien pour la construction. M. Yvemon a ajouté aussi une référence à « to build your own light board ». Donc, excellent. vous aurez de la concurrence pour votre entreprise, messieurs. Mais, excellent. C'est le genre de contenu qu'on avait été fouillé. Puis, mais nous, ça date de quand même 2 ans qu'on a entrepris le projet. Fait que je suis certain qu'actuellement, il y a du matériel vraiment intéressant aussi qui existe. Mais faites attention. Les how to build, ça, c'est excellent, mais il existe aussi du contenu qui est en ligne que ça prend 5, 6, 7 personnes qui travaillent là-dessus. On a vu des vidéos des fois là, en post-production avec plein d'animations. Si vous voulez vous lancer là-dedans, assurez-vous d'avoir beaucoup plus de gens autour du projet parce que là, ça va être très énergivore et chronophage. Là. Ouais. Merci, Robert. Chronophage à nouveau, hein? Je l'avais remarqué au départ. Monsieur Lalande, c'est à vous. Oui, je voulais juste peut-être une autre petite question. Pour le montage, nous autres aussi, on a Panopto là, pour faire le montage si on voudrait ajouter un PowerPoint et tout ça. Mais quand vous capturez là, pour travailler avec l'image, vous utilisez quoi comme logiciel? Écoute, j'en utilise plusieurs en fait. Moi, la façon que je filme ça, je filme avec une caméra spécialisée en fait, que je suis capable de tourner en plus grande résolution, mais on appelle ça un log, que c'est une façon de tourner. C'est une façon de tourner qui va être plus facile pour la coloration par la suite. Fait que j'utilise Premiere pour monter. OK. Puis après ça, je tombe dans... Moi c'est parce que j'aime mieux travailler avec DaVinci pour la couleur, mais tu peux y aller directement dans Premiere aussi. Là. C'est juste qu'on sature un peu plus l'image pour que les couleurs sortent un peu plus aussi. D'accord. Avec un travail en post-prod puis en production. OK. Super. Bien, ça prend un certain temps quand même. Hein? Faut que tu mettes le temps pour faire ton montage après. Fait que, il y a toujours un bon délai. Hein? Oui, ben c'est débattable. Je pense, là, je fais des cours. Je trouve que c'est quand même similaire avec les cours qu'on filme à distance dans la classe au niveau du montage. Puis comme disait Brian, non, je pense que c'est toi qui disais ça aussi, si on veut le faire synchrone, ça va prendre une régie. Là, si on veut faire le changement de caméra, c'est officiel que là. Oui, c'est sûr, j'imagine. Ou sinon, si on est toujours sur la même personne, je pense que le fait d'être capable d'effacer rapidement, je pense que ça donne vraiment un bon coup de main. Oui, il y a le côté technique là aussi. Hein, oui, vraiment. Oui. Super. Monsieur Mon a la main levée. Bonjour Robert. Bonjour. En fait, je veux juste mentionner qu'il y a plusieurs universités qui ont fait plusieurs expériences, mais il y en a une qui est intéressante aussi, c'est l'ETS qui a bâti une petite salle en autoproduction avec un lightboard qui ne nécessite pas une équipe à ce moment-là. Mais ils ont fait un modèle réduit où le professeur s'assoit derrière son lightboard tout simplement, ou debout, puis il parle lui-même la caméra, puis il fait ses affaires, puis ça rentre dans leur Panopto automatiquement, puis... Bon, alors il y a plusieurs expériences qui se font, il faut expérimenter bien sûr. C'est le principe en réalité avec les petits studios qu'on voudrait avoir, là, c'est-à-dire, on ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de cours là, qui vont faire 45 heures, mais de pouvoir avoir juste une feuille là, à l'entrée avec l'horaire ou avec l'horaire en ligne, puis là, tu réserves 1 heure le mardi matin, puis tu vas faire ta capsule de 15-20 minutes là, puis l'heure d'après, c'en est un autre. Là, c'est un peu l'objectif qu'on voudrait avoir avec la création de notre studio, d'être un peu plus autonome à ce niveau-là. Alors, sur ça, je crois qu'on a pas mal fait le tour du sujet. Encore une fois, un gros merci. Moi, j'ai adoré ça, puis je pense qu'à la fin de la présentation, on a encore 21 participants.
Alors, ça arrive souvent que quand la présentation est rendue un petit peu sur la fin, on voit tout le monde courir vers la sortie. Ça n'a pas été le cas. Je pense que votre sujet a capturé l'attention de tout le monde. Donc, félicitations. On vous remercie. Hein? L'équipe de l'UQAT ici fait ça bénévolement, partage des processus innovatifs et puis ils sont là, ils nous inspirent. Donc, assurez-vous de m'envoyer une demande pour que je vous fasse parvenir l'enregistrement de la rencontre et la présentation. Alors, messieurs, à vous le mot de la fin, si vous le désirez. On n'y avait pas réfléchi. Merci à tous. Merci, merci aux participants. Puis si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir de collaborer. Puis on est content aussi d'avoir eu votre rapport, là, vos informations. On est très content d'avoir pu partager puis de pouvoir s'enrichir nous aussi à notre tour grâce à ce partage-là. Merci. Alors, si c'est ça, on vous dit au revoir. On vous dit merci encore une fois, puis à la prochaine. Merci, Robert, de nous avoir aussi organisé cette petite rencontre-là. Là. Il y a quand même un peu de Robert en arrière de ça. Là. Oui. Okay, merci. Merci, Robert. Merci au Refad. Merci. Puis, Robert, ça fait vraiment plaisir. On se voit tout à l'heure, nous, hein, à 2 heures. Oui, tout à fait. Parfait. Merci tout le monde. Au revoir. Bye.